Merci Eric, merci au président, merci de m'avoir convié à cette journée de travaux. Bon, moi je vais vous faire une présentation collégiale, donc ou formule autrement, je présente les travaux qui sont conduits par les collègues de l'INRA, qui sont conduits également à l'IFV et par notre association avec l'INRA qui est l'UMT Génovignes. Donc je ne suis pas généticien et quand vous poserez des questions tout à l'heure, vous verrez que mon plafond de verre, je l'atteins rapidement. Soit, alors pour resituer les choses dans leur contexte, la viticulture doit faire face à de nombreux défis, notamment la réduction des intrants phytosanitaires, le plan Ecophyto 2018, rebaptisé récemment Ecophyto, qui impose à terme de diminuer l'usage des pesticides. Il y a un autre élément important, c'est l'évolution du climat, d'une part le réchauffement, d'autre part, l'évolution du régime des précipitations, ça c'est peut-être plus valable en Méditerranée où les régimes hydriques sont plus, je dirais, erratiques. Et puis, qui fait le lien dans tout ça, c'est maintenir la qualité de nos produits face à des nouveaux consommateurs, à des nouveaux marchés à conquérir et puis également des nouveaux pays producteurs. Donc sur les réalités, les enjeux, évidemment, il faut limiter les effets négatifs de la protection phytosanitaire en réduisant la consommation de fongicides. Voilà quelques chiffres, on est tous au courant. Bon, c'est un constat. Avec 3% de la SAU, la vigne consomme 35 000 tonnes de matière active. Ça a un coût important et ça a également des conséquences sur l'environnement, sur la santé humaine et en premier lieu sur la santé des vignerons. Et puis, il apparaît des souches de pathogènes qui y résistent et donc il faut adopter la lutte. Et vous voyez à côté ce que donne un chardonnay qui n'est pas traité face à un chardonnay qui est traité. Constat est fait par les collègues en Alsace. Comment maintenir la typicité des vins dans un contexte de changement. Donc on est en régime climatique continental et sur 30 ans, ils ont observé une augmentation de la température à la période de maturation de 5 degrés, un avancement de la date des vendanges de 4 semaines et une augmentation du degré alcoolique de 2 degrés, ça c'est sur Riesling. Donc là, il y a des effets notoires sur des cépages à cycle court. Et donc, in fine, il va s'agir de créer des variétés de vignes qui soient résistantes durablement, c'est quelque chose sur laquelle je reviendrai, résistantes durablement au milieu alloïdium, qui soient adaptées à nos conditions pédoclimatiques et qui permettent in fine de produire des vins de qualité. Je vais ressortir ce que je fais souvent par l'un des travaux d'Alain Bouquet que je vais citer tout à l'heure, qui disait qu'il fallait créer des variétés qui soient résistantes aux maladies mais pas résistantes aux consommateurs. C'est tout à fait vrai. Donc il y a un challenge auquel sont confrontés l'INRA, l'IFV. L'INRA a initié des travaux, je vais en parler, et ces travaux vont se poursuivre puisque l'INRA et l'IFV ont passé un accord sur le développement du matériel végétal, sur la mutualisation de nos efforts. Alors, Thierry l'a évoqué rapidement, la vigne a évolué, elle a été domestiquée il y a environ 6000 ans, et depuis ces 6000 ans, elle n'a cessé d'être améliorée, passant, et Olivier vous a montré quelques diapositives, de l'état sauvage à sexe séparé à la vigne cultivée, dite hermaphrodite. Alors, il y a des événements qu'on peut qualifier de naturels, des mutations, et qui génèrent dans les populations de cépages des différences remarquables, sans pour autant signifier qu'elles ont un impact. Je ne sais pas vous dire si un clone de négrette à feuilles entières est plus intéressant qu'un clone de négrette à feuilles découpées, mais ça existe. Et puis sur un cépage comme la Syrah, il y a une diversité énorme, générée par le fait que c'est un cépage ancien qui a muté, qui a évolué, avec des clones, photo de gauche, un clone très vigoureux avec une expression végétative importante, et à droite, un clone avec une expression végétative moindre. Et puis, la reproduction sexuée, qui a pu se faire de manière naturelle, des semis, ou qui se fait de manière artificielle, quand la main de l'homme y apporte sa contribution. Alors, quelques étapes rapides, parce qu'on ne va pas repasser toute cette période de création. Une période majeure a été celle que notre vignoble a vécue à la deuxième moitié du 19e siècle, avec, alors c'est pas par ordre chronologique, je crois que ça a commencé par Oïdium, puis Phylloxéra, puis Mildiou, arrivée des États-Unis, et la nécessité de faire des croisements interspécifiques pour obtenir d'abord des porte-greffes,
résistants au phylloxéra, et puis une série d'hybrides producteurs directs qui pouvaient donc être plantés, qui peuvent toujours être plantés non greffés. Olivier y a fait allusion, il y en a 20 qui sont toujours inscrits, il y a le Baco, et donc si demain on veut planter du Villard noir, du Villard blanc, bien c'est possible. Et puis, peut-être début du XXe, des obtentions intraspécifiques. Là, c'est plutôt, après la Deuxième Guerre mondiale, l'INRA qui a créé des variétés, de raisins de cuve. Thierry a parlé du Marcelin. L'INRA de Bordeaux a créé la Rinarnois, la Riloba, l'Ekigaina, et autant de variétés qui sont aujourd'hui inscrites au catalogue. Alors, pour donner quelques mots-clés sur l'évolution des connaissances scientifiques, la biologie moléculaire a apporté des éléments. Et tout à l'heure, Thierry a parlé des marqueurs moléculaires. Ils permettent non seulement d'identifier des cépages, mais également, comme on a des marqueurs moléculaires pour le mildiou, l'oïdium, pour l'hermaphrodisme, pour les arômes muscatés, mais ça permet de faire des tris de sélection rapide. Et puis un événement majeur que la communauté scientifique a vécu en 2007, c'est le séquençage du génome de la vigne. Et puis à la marge, on s'est aperçu, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on a trouvé une vigne qui avait muté, une vigne naine, un dwarf en anglais, et qui pouvait nous aider à accélérer les projets, les programmes de croisement. Et la sélection génomique également. La sélection génomique, c'est faire le lien entre le génotype et le phénotype, pouvoir essayer de prédire les caractères qu'on aura à la descendance. Alors, la séquence, c'est l'information génétique. Il y a deux groupes qui ont travaillé au séquençage de la vigne, un consortium franco-italien avec une autofécondation de Pinot, le Pinot 40-024, et in fine, ça donne 475 millions de nucléotides, ce qu'on peut comparer à 127 Bibles ou à des milliers de midis olympiques. Quand c'est la Bible, voilà ce que ça donne. C'est mon collègue Loïc, je ne sais pas s'il y en a 127, je ne sais même pas s'il a lu la Bible, mais voilà. Bon, et ça, c'était majeur. Alors, je vous le sers comme ça en 2 secondes. Il y a 10 ans, séquencer, ça coûtait des millions et des millions de dollars. Et maintenant, ça coûte peanuts. Alors, il y a un chercheur qui a beaucoup fait avancer les travaux, c'est Alain Bouquet, je voudrais lui rendre hommage. Et notamment grâce au fait qu'il y a une espèce du sud-est des États-Unis qui s'appelle Muscadina rotondifolia, qui est naturellement résistante au phylloxéra, au cournoé et au mildiou à l'oïdium. Elle a été utilisée, donc on va parler de la vigne à raisin. Sa résistance, c'est pas ça? Pas au cournoé, merci Nathalie. Merci. Première, voilà le plafond de verre. Pouf. Cette variété, cette espèce, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, a un gène de résistance majeure, RUN, résistance à un signal N14, et RPV, résistance à Plasmopara viticola. Et elle a été utilisée dans des croisements. Et donc il y a une première génération de génotypes dans lesquels on retrouve que RUN et RPV1. Donc ces génotypes sont qualifiés de monogéniques parce qu'une seule source, un seul gène ou un seul cutel de résistance au milieu à l'oïdium. Et il y a des essais en Languedoc-Roussillon qui ont été menés sur la production de cépages pour faire des vins que je qualifie de classiques, pour produire des vins à faible degré, voire du jus de raisin. Mais il y a un mais. C'est que là, pour le coup, c'est l'INRA l'obtenteur, donc c'est l'INRA qui décide de ce qu'il fait ou ne fait pas de ses obtentions variétales. Et en concertation avec l'IEV, sous-entendu l'IEV souscrit à la position qu'a prise l'INRA a dit qu'elle ne déploierait pas les créations variétales qui ne contiendraient que RUN ou que RPV1. Alors pourquoi ? Parce que l'INRA souhaite développer des variétés qui présentent a priori moins de risques de contournement. C'est des variétés avec au moins 2 sources de résistance au milieu à l'oïdium, c'est des variétés dites polygéniques. Car au sein du genre Vitis, il y a des gènes de résistance qui existent, qu'on peut considérer comme des biens publics. Et si on utilise un seul gène de résistance et qu'il y ait contournement, il y a une perte définitive. Il n'y a pas une seule perte pour la variété en question, mais il y a une perte pour les programmes de création qu'on pourrait faire en utilisant cette source de résistance. Donc l'INRA, et l'IEV encore une fois y souscrit, ne déploiera pas les variétés monogéniques. Donc comment vous le matérialisez, cette notion de résistance monogénique et polygénique? De 2 manières. La première, vous avez une plante, il y a une source de résistance et elle est face à une diversité de champignons, plusieurs races, dont une peut être à muter. Donc quand le champignon est reconnu par la plante et avec les petits sites jaunes, la lutte est efficace. Et puis s'il y a un champignon qui a muté, voilà, la plante ne le reconnaît plus et là, il y a risque de contournement.
On ne dit pas que ça arrive dans tous les cas, mais il y a dans d'autres espèces végétales des cas où c'est arrivé, et je vais vous montrer un cas dans la vigne où c'est arrivé. Donc, il vaut mieux, il n'y a pas la garantie absolue, mais il vaut mieux se retourner vers des constructions dites polygéniques. Parce que dans le même cas de figure, si la plante se présente avec 2 sources de résistance face à une diversité de champignons, eh bien là, elle reconnaît, elle lutte, et la résistance est plus garantie. C'est la résistance durable. Bon, alors, comme on est à Toulouse, je me suis dit que je pouvais vous l'expliquer autrement. Le cas de contournement ou de non-contournement. Voilà un cas de résistance contournée. Bon, en fait, je ne suis pas sûr qu'il ait fait du contournement, c'est pas Codorniu, mais bon. Et voilà un cas de résistance non contournée. Vous voyez, il faut être 2 pour arrêter William Servat. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle mieux. Donc là, pour revenir à du concret, excusez-moi, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà le Regen, qui est une variété qui a été créée dans les années 80, qui commence à voir, qui a eu un intérêt certain, il y a quelques centaines d'hectares en Allemagne. Et cette variété, eh bien, elle a été contournée, elle a un gène de résistance au mildiou, c'est RPV3. Et vous voyez, à Angers, photo prise par nos collègues de l'INRA, en l'occurrence Gérard Barbeau, la résistance au mildiou est tombée. Donc c'est un risque. Donc quel moyen pour innover, pour faire de l'innovation variétale? Bien, soit on utilise la diversité existante, soit on la crée. Et utiliser la diversité, c'est utiliser les espèces du continent nord-américain qui ont coévolué dans le temps avec le mildiou et l'oïdium, ou utiliser également des espèces amurensis, des espèces du continent asiatique qui, elles, n'ont pas coévolué avec le mildiou et l'oïdium comme dans le continent nord-américain. Donc, on utilise ces espèces et on fait des croisements. Donc, il y a 3 étapes. Je vais prendre le pointeur. La première étape, je ne vais pas prendre le pointeur. La première étape, on fait un croisement, ça veut dire qu'on va castrer une fleur, lui enlever ses étamines. Sur l'autre, on va récupérer les étamines et le pollen et on va obtenir un pépin. Un pépin, c'est un génotype potentiel, c'est une variété potentielle. À ce stade-là, et ça se fait chez les collègues de l'INRA, on peut faire une sélection assistée par marqueur pour voir si on a hérité à la descendance des gènes ou des QTL de résistance au mildiou à l'oïdium. On peut vérifier si la plante est bien hermaphrodite et on peut faire quelques tests rapides. Là, il y a un tri qui se fait. Deuxième stade, là, on passe sur plusieurs sites. On n'a plus une seule souche, mais plusieurs. Et on va regarder les stades phénologiques, on va regarder le comportement par rapport aux maladies, et puis jusqu'à vinifier, c'est ce qu'a fait l'INRA sur les programmes en cours. Et le troisième stade, qui est lui plus dans un cadre tout à fait réglementaire et qu'impose le CTPS, c'est pour toutes les variétés qui auront passé avec succès les 2 premières étapes, installer un dispositif VATE, valeur agronomique, technologique et environnementale, voilà, qui impose 2 sites dans 2 bassins viticoles. Là, on est sur 90 souches et on peut affiner le profil de la variété pour qu'in fine, elle soit inscrite au catalogue. Alors, comment on fait pour inscrire une variété au catalogue? Il faut faire la demande au GVS. Et il y a 3 conditions à remplir pour inscrire une variété. Lui donner un nom qui soit incontestable, faire ce qu'on appelle la DHS, ça s'appelle la distinction, l'homogénéité et la stabilité, ça se fait dans la collection de références de Vassal, et c'est les experts en pélographe, Thierry Lacombe ou Jean-Michel Boursiot, qui font cette description, et puis il faut la VATE, et donc c'est in fine, quand on cumule ces 3 informations, quand on renseigne ces 3 informations, qu'on peut proposer au CTPS l'inscription de la variété. Alors, ce qui est nouveau, puisqu'il y a un E à VAT, il y a environnemental, pour les variétés résistantes, il a été désormais rendu obligatoire de faire un test sur une plateforme de phénotypage où, dans des conditions standardisées, les génotypes candidats vont être mis au contact de différentes races de mildiou ou d'oïdium. Et ça permet derrière de classer la variété selon les de 0 à 9 pour dire si elle est pas peu ou pas résistante. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? Donc, il y a des variétés de cuves à résistance dite polygénique. Et donc, il y a des essais VATE qui ont été installés. Vous voyez encadré en rouge, il y a 5 sites avec un certain nombre de génotypes en Champagne, à Angers, en Beaujolais, à Bordeaux et en sud, vallée du Rhône. Et donc, selon les collègues de l'INRA, il devrait y avoir environ 3 à 4 variétés résistantes qui vont être inscrites à fin 2016. Donc c'est quasiment demain. Alors, à côté de ça, les travaux se continuent.
continue, pardon, et je vous citais le cas de mutant nain, le dwarf, c'est une mutation de meunier. Cette mutation présente l'avantage de faire 3 cycles par an, et donc ça veut dire que si elle fait 3 cycles par an, on peut arriver à faire 3 croisements par an, et donc ça fait gagner beaucoup de temps. L'idée serait d'utiliser ce mutant nain pour faire un fond génétique qu'on appelle pyramidé, dans lequel on aura introduit plusieurs sources de résistance. Et d'autres travaux qu'on va initier, et ça vaut peut-être le coup qu'on en discute aujourd'hui, c'est d'utiliser des fonds pyramidés ou ce qu'on peut appeler des supergéniteurs résistants et les croiser avec des cépages locaux, des cépages à forte identité, des cépages emblématiques pour in fine obtenir une variété résistante qui répond au canon, qui répond à ce qu'attendent les professionnels. Tout ça, ça demande une réflexion, on appelle ça définir un idéotype, le cépage idéal, qu'est-ce qu'on veut et quels moyens on y met et quel verrou il y a à faire sauter pour obtenir ces variétés-là. Alors, le paysage réglementaire a évolué. Il y a donc la possibilité aujourd'hui de cultiver des variétés qui ne sont pas inscrites dans des conditions dérogatoires. Et en Languedoc-Roussillon ont été mis en place en 2012 des essais auprès des chambres d'agriculture de l'Hérault et de l'Aude sur des variétés allemandes, rouges, Cabernet Cantor, Cabernet Cortis, et blancs, Sauvigné Gris et Muscaris. L'idée de mettre en place ces essais VATE, c'est pour accompagner les vignerons le jour où ils voudront les planter. Et donc je vous disais qu'aujourd'hui, on peut planter dans des conditions dérogatoires, il faut demander l'autorisation France Agrimaire, on peut planter une variété qui n'est pas inscrite. Il faut assurer un suivi technique, les plantations se font avec des droits en portefeuille, et on peut commercialiser les vins, ce seront des vins sans IG. Et il y a l'obligation à la fin de rendre public les résultats de l'expérimentation. Quelles sont les perspectives de développement? Et je vais conclure. Donc, je vous ai dit des variétés à résistance polygénique de cuves classiques, de 4 ou 5 en 2016. Mais il y a également dans les tuyaux des variétés de raisin de table qui devraient sortir à partir de 2019. Et puis, il y a un géniteur qui a servi à faire les variétés d'agrément, Amandin, Candin, Aladin, Perdin. Et ces variétés-là, ce géniteur, l'INRA est en train de mener des travaux pour vérifier s'il est polygénique ou pas. Selon les réponses, ça pourrait permettre l'inscription d'une ou deux variétés assez rapidement. Et enfin, comme le pipeline est amorcé et que l'INRA a engagé d'autres travaux, d'autres sites VATE vont être installés et on peut estimer qu'à horizon 2022, il y aura 20 nouvelles variétés. Merci beaucoup pour votre attention.